Salut, bienvenue au Samara Studio. Alors aujourd'hui une vidéo réparation, réparation de deux moniteurs actifs de studio, des Far Audio Research MF215D et aussi le subwoofer un S18D. Alors la vidéo sera découpée un peu en deux parties. Une première partie dépannage et une deuxième partie un peu plus historique et spécification technique des moniteurs. Alors, première partie dépannage, alors un peu de contexte néanmoins. Ce sont des moniteurs qui sont issus d'un système 7.1. Alors, je vous mets la photo là. Alors, on peut voir qu'il y a 3 double 38 avec un tweeter ruban et 4 petits satellites. Alors, l'ancien propriétaire n'avait pas les 4 petits satellites. On voit aussi qu'il y a le subwoofer, donc un 18 pouces, un 46 cm. Alors, le système complet avec les petits satellites valait à l'époque, alors elles sont de 2008 apparemment, ça valait à l'époque 15 000 euros. Les 3 double 38 m'ont été vendus pour 150 euros parce que les deux étaient en panne. Le sub m'a été vendu pour 350 euros, mais il était vendu comme fonctionnel. Alors, qu'est-ce que c'était la panne? Alors la panne, le précédent proprio l'utilisait dans son home cinéma. Et il a constaté un beau jour qu'il y avait deux moniteurs qui ne fonctionnaient plus. Il ne voulait pas les faire réparer, donc il les a mis en vente pour pièces, parce qu'il change de système, et il voulait s'en débarrasser. Alors les symptômes, c'était plus de son sur deux moniteurs, mais ils s'allumaient quand même, il y avait juste plus de son. Faut savoir que ça faisait 4 ans que le système était allumé en permanence, parce qu'il était caché derrière un écran, et les interrupteurs n'étaient pas accessibles. Donc, dans ce genre de cas, il y a de très fortes chances que la panne ne soit pas grand-chose, surtout si c'est une panne d'alim. Alors, je vous montre l'arrière des moniteurs. Alors, on a une plaque comme ça. La plaque que vous voyez là, présentement. Elle est fixée avec 6 vis comme ça, et on voit juste au-dessus le fil du tweeter qui remonte. La face avant se présente comme ça. Alors, on a l'écran qui permet de naviguer et de régler le DSP. Alors, on ne peut pas aller très profond dans le réglage du DSP juste avec ce truc-là. On peut le connecter au PC et le régler plus tard. On a l'entrée analogique, l'entrée qui permet de communiquer avec le DSP, mais qui permet aussi de faire passer du son de manière numérique. Il y a une entrée numérique AES-EBU et une sortie numérique AES-EBU. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, ce qui se cache derrière, c'est ça, tout simplement. Donc, on reconnaît la carte avec les entrées-sorties numériques. C'est un système qui est complètement modulaire, et on voit que ça a été pensé par un ingénieur qui a pensé à la maintenance, puisque tout se fait vraiment très facilement. Ce sont que des connecteurs comme ça, donc des borniers qui s'en fichent facilement. Il y a besoin de rien dessouder pour remplacer quelque chose. Donc, système modulaire. Alors, au-dessus, on a la carte d'alimentation. On voit que c'est une alimentation linéaire toute simple, il n'y a pas grand-chose. C'est du double face, mais en dessous, il n'y a rien. Et juste en dessous de cette carte-là, on a la carte son, tout simplement, qui comprend le DSP et la conversion numérique, analogique, etc. On a ensuite ici la carte d'amplification. Alors, c'est une petite carte qui fait 160 watts. C'est un ampli de classe D. On a ici la sortie qui part dans les double 38, une sortie médium qui n'est pas utilisée, parce qu'il faut savoir que cette plaque-là, elle est utilisée pour plusieurs modèles. Donc la sortie médium qui n'est pas utilisée, et la sortie haute fréquence pour les tweeters. Pour le dépannage, on a envie vraiment que ça soit une panne d'alimentation, parce que déjà d'une, elle est simple, et puis si c'est une panne sur la carte son, alors c'est une carte qui est totalement propriétaire, ça a été designé par des ingénieurs de la marque, c'est pas des cartes qu'on trouve en séparé sur internet. Donc si on n'a pas les schémas et si on n'a pas les connaissances même nécessaires au dépannage de ce genre de truc, on n'arrivera à rien. Surtout qu'en dessous, il y a vraiment que du CMS, c'est tous des petits composants, et sans schéma, sans rien, on peut absolument rien faire. Donc, pour en avoir le cœur net, pour savoir si c'était une panne d'alimentation ou pas, comme c'est un système tout à fait modulaire, j'ai pris l'alimentation du moniteur qui fonctionnait et je l'ai échangé sur un moniteur qui fonctionnait pas.
Et puis donc, quand j'ai changé les cartes d'alimentation, ça a fonctionné, ce qui était super bon signe parce que ça nous indiquait que c'était pas la carte son qui était HS. Ça a été le cas sur les deux moniteurs qui ne fonctionnaient pas, donc les deux avaient une panne d'alimentation. En ce qui concerne les schémas, je les ai même demandés chez Phare parce que c'est une entreprise qui existe toujours. Les cartes sont datées de 2006, mais les enceintes sur leur numéro de série sont datées de 2008. Mais malgré ça, c'est un système qui a quasiment 20 ans et ils n'avaient pas les manuels de service. Et d'ailleurs, le co-gérant que j'ai eu, M. Dumont, il m'a dit que c'était peut-être intéressant pour eux de relancer une production de ces trucs-là parce qu'ils commencent à avoir de la demande. Donc, la partie diagnostic. Alors en premier lieu, diagnostic visuel. Donc je vous mets cette photo-là. Alors sur la photo que je vais vous montrer, c'est un agrandissement de cette partie-là. Alors ce qui sautait aux yeux tout de suite sur le circuit, c'était ça. Alors au départ, je pensais que c'était le condensateur de filtrage, c'est un 470 micros 50 volts. Je pensais qu'il avait fui. Au vu des traces qu'il y a, on voit qu'il y a des traces, ça fait un peu liquide, un peu bizarre. Ce que j'ai fait, c'est donc que je l'ai dessoudé. Et après l'avoir dessoudé, je me suis aperçu qu'il n'y avait absolument rien en dessous. Il n'était même pas gonflé. Et je l'ai passé à l'ESR mètre, au testeur. J'ai ça comme testeur. J'ai un PIC Atlas, un ESR 70, un truc comme ça. Et il mesurait exactement 470 micros et avait un ESR tout à fait acceptable, tout à fait dans les normes. Donc apparemment, c'était pas lui le problème. Donc on peut voir que il y a une trace ici de la piste qui est cramée. Ça ici c'est cramé. Alors quand je l'ai mise en route, j'ai vu qu'il y avait des arcs électriques qui se produisaient, des tout petits arcs au niveau des bornes du condensateur ici, du condensateur de découplage. Donc je l'ai tout de suite arrêté. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, c'est un connecteur carte à carte. C'est la distribution de l'alimentation. Il y en a un autre de connecteur carte à carte, mais ce ne sont que des masses. Je ne vais pas faire le détail complet, mais en gros, ici, il y a un plus 10 volts. Ici, il y a un moins 10 volts. C'est l'alimentation symétrique qui part aux amplis hop et à tous les autres trucs qui ont besoin d'une alimentation symétrique. Alors, j'ai réussi, comme j'avais une carte qui était saine, j'ai repris tout ce que j'ai pu mesurer sur la carte saine. Je l'ai repris, je l'ai noté sur un brouillon. Et je m'en suis servi pour comparer sur les cartes qui ne fonctionnaient pas. Donc ici, j'avais bien plus 10 volts. Par contre, ici, j'avais moins 3 volts. Ce qui n'est pas bon du tout. Donc, ce que j'ai fait dans un premier lieu, c'est que j'ai dessoudé ce condensateur de découplage-là. Et quand je l'ai dessoudé, la tension est remontée à moins 8 volts. Ce qui était toujours insuffisant. Donc j'avais une chute de tension quelque part. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mesuré la tension directement en sortie de régulateur. Et en sortie de régulateur, j'avais bien les moins 10 volts dont j'avais besoin. Donc il y avait une chute de tension quelque part dans le circuit. Alors ce dont on peut s'apercevoir, c'est que il y a des pistes de cramées. En fait, il a fallu que je m'assure de l'intégrité de la piste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la résistance de ce point-là jusqu'à ce point-là, sur le petit condensateur de filtrage. Et j'avais une résistance de 1 mégaume. Ce qui n'est pas bon du tout, ce qui explique aussi la chute de tension. Alors ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mesuré... Alors là, on voit sur la photo que le condensateur de découplage est retiré. Il faut savoir que ce condensateur de découplage n'est pas absolument nécessaire au fonctionnement de la carte. L'alimentation fonctionne sans ce condensateur de découplage. Ce condensateur de découplage-là sert juste à filtrer une éventuelle HF qui remonterait d'ici. Donc ce qu'il faut faire néanmoins quand le condensateur est démonté, c'est contrôler la continuité entre le pad et la masse du circuit. Là, ça n'a pas posé de problème. C'est pareil, il a fallu contrôler la continuité du pad vers le connecteur. C'est pareil, il n'y avait pas de problème non plus. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mesuré la résistance de ce point-là jusqu'au VIA, ici, pour voir si la piste n'était pas effectivement cramée et se comportait pas comme une résistance au lieu d'un simple fil de cuivre. Bon, j'avais 0 ohm ici, donc j'avais une continuité parfaite. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la résistance de la piste de ce via-là jusqu'à la bande de ce condensateur-là, et j'avais toujours 0 ohm. Donc, il a fallu que je mesure la résistance du via.
Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en dessous. On voit bien qu'il y a les deux bandes du condensateur ici et le petit via ici. Alors on voit que la trace est calcinée aussi. Et quand je mesure la résistance entre ces deux points-là, c'est là que j'ai un mégome. Donc cette partie-là, en fait, se comporte plus comme une résistance d'un mégome, plus qu'un fil de cuivre. Donc c'est ici que j'ai ma chute de tension. Donc le seul moyen de remédier à ce problème-là, c'est tout simplement ce que vous voyez ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement bypassé la piste avec un simple bout de fil. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que déjà d'une, alors j'ai remplacé le condensateur de découplage. Alors le problème, c'est que pour le condensateur de découplage, j'avais pas les schémas et donc j'avais pas la valeur du condensateur. Mais comme c'est un simple condensateur de découplage, il y a des valeurs assez communes, comme par exemple 0,1 microfarad, 100 nanofarad, c'est pareil. J'ai demandé l'avis à Olivier Bolling, qui est le concepteur de la marque Also, qui conçoit des compresseurs, des préamplis. C'est un ingénieur électronique. Donc je lui ai envoyé un petit mail, je lui ai demandé conseil, et je lui ai dit, écoute, selon toi, est-ce que ça pourrait être une 100 nano? Il me dit, oui, c'est fort probable. Il ne pouvait pas me donner la certitude tant qu'il n'avait pas le circuit entre les mains. Mais bon, j'ai pas pu lui envoyer les circuits, et puis moi aussi, je pensais que c'était une 100 nano. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des 100 nano. Alors, c'est des capas céramiques en 0,8-0,5. Alors, le CMS, on s'en fait tout un monde, mais... Alors, c'est du 0,8-0,5. Ça reste tout petit, mais on peut quand même s'en sortir sans loupe binoculaire à cette taille-là. Ça fait 2 ou 3 mm de long. C'est vrai que c'est un peu embêtant à faire, mais avec un petit coup d'air chaud, j'ai un fer à air chaud à gaz là. Franchement, ça se fait tout seul. Hein. Il a fallu juste nettoyer, mettre un peu de soudure. On le met en place, on chauffe, ça se met en place très facilement. C'est un peu petit, mais bon, c'est pas la mer à boire non plus, quoi. Donc après avoir mis le fil pour bypasser la piste, j'avais bien mes moins 10 volts qui sont revenus à la normale. J'ai remonté la carte dans le moniteur et puis il a fonctionné parfaitement. Alors ce qui est important de contrôler aussi, c'est de voir s'il n'y a pas une oscillation et de contrôler que la tension soit bien stable à l'oscilloscope. Donc j'ai scopé le moins 10 volts juste au connecteur pour voir s'il n'y avait pas une éventuelle oscillation ou un parasite dans le genre, et il s'est avéré que la tension était tout à fait stable et qu'il n'y avait pas de parasite en haute fréquence. Donc pour cette carte-là, voilà ce qui a été fait. J'ai quand même remplacé, je vous montre sur la photo, ce petit Elco ici. Alors on voit qu'à la base c'est un 10 volts, c'est un 10 micro 16 volts. Alors ils sont tout petits, ils font je crois 3 ou 4 mm de diamètre, mais j'ai pas réussi à en trouver de la même taille, des 10 micro 16 volts. Celui que j'ai mis en remplacement est beaucoup plus gros. Alors c'était facultatif de le remplacer, je pense, parce que ça fonctionnait très bien avec le condensateur qu'il y avait avant. Mais comme lui aussi a possiblement pris une surintensité et une surtension, j'ai préféré le remplacer. Donc je l'ai remplacé par un 10 micro 16 volts qui est un peu plus gros, mais en fin de compte on s'aperçoit avec la sérigraphie que en fait ça a été prévu pour des condensateurs de cette taille-là, pile poil. Alors voilà pour cette carte-là. Alors il faut savoir que les deux moniteurs avaient tous les deux la même panne. C'était la même chose. Sur la deuxième carte, la piste était cramée pareil. Par contre, ce que je vais vous montrer, sur la deuxième carte, on voit qu'il y a déjà eu des réparations. Alors il manque les gros condensateurs de filtrage parce que je les ai remplacés. Il n'y avait pas besoin, mais en fin de compte, j'avais un petit pouillème de buzz dans le bruit de fond du moniteur. C'était absolument pas gênant, mais je me suis dit que peut-être, comme c'est du matos qui est resté allumé H24 pendant des années, peut-être que les condensateurs de filtrage avaient besoin d'être remplacés. Je les ai remplacés. Ils sont là d'ailleurs, ceux d'origine. Je les ai remplacés. En les démontant, je les ai mesurés. Ils mesurent parfaitement. Et ce sont des 3300 micros 50 volts. Enfin déjà de base c'est des Panasonic, bon c'est des 85 degrés, mais c'est des Panasonic haut de gamme. Ils avaient aucun problème. J'avais même fait la mesure de l'ondulation, je vous la montre. J'ai passé ça au scope. J'avais 0,4 volts d'oscillation, donc sous charge. Hein. 0,4 volts d'oscillation. Bon, je les ai changés et ça n'a absolument rien changé. Alors,
Je reviens là-dessus sur la deuxième carte pour vous montrer les réparations qui ont été faites avant moi. Alors on voit que les résistances de puissance ici sont pas les mêmes que celles de l'origine. Alors d'origine ce sont des 150 ohms 5 watts. D'ailleurs au diagnostic visuel on aurait pu croire que ça a cramé, mais en fait ça n'a pas cramé, c'est qu'elles ont été un peu mal posées et sur les deux circuits c'était pareil. Quand on a des grosses dissipations comme ça à 5 watts, normalement il faut que la résistance soit montée à un peu plus d'1 centimètre du circuit. Sauf que là, on peut le voir sur celle-là, il y en a une qui est bien montée, il y en a une qui est beaucoup trop proche du circuit, ce qui fait que ça fait chauffer la poussière un peu qui se dépose, ça fait chauffer le vernis épargne, et il y a des petites traces de suie du coup. Mais en soi, c'est pas d'une gravité extrême. Alors j'avais voulu en commander pour la deuxième carte, et éventuellement remplacer celle qui est beaucoup trop près. Ça c'est la carte de la troisième enceinte qui me sert pas. Hein. J'avais voulu remplacer le montage qui a été fait ici en l'air avec deux résistances de 100 ohms en série. Bon, c'est des grosses résistances, c'est des 5 watts aussi. Et en plus la réparation elle était pas super bien faite. Les soudures en dessous elles étaient pas super propres. On voit que les capas ici ont été remplacés aussi. Normalement c'est des 50 volts. Là ils les ont remplacés par des 100 volts. Le problème c'est que elles sont quasiment 2 fois plus grosses. Et elles n'ont pas le même pas, donc elles sont flottantes un peu sur le circuit. Alors ça pose pas plus de problème que ça fait moins propre quoi, mais bon ça fonctionne. Du coup pour celle-là la réparation je m'y suis pris un peu différemment, on va passer le fil en dessous, je vous montre ça. Voilà, alors ici on voit que j'ai bien raccordé le fil sur le connecteur carte à carte, la petite capa qui a été remplacée. Et par contre ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fil beaucoup plus court, j'ai gratté le vernis épargne sur la piste, je l'ai étamé et puis je suis venu braser le fil dessus. Ça tient très bien comme ça, puis ça fonctionne très bien. C'est pareil, contrôle à l'oscillo et tout, RAS. Donc ça conclut le dépannage des MF215. Qu'est-ce qui a pu causer cette panne-là ? On saura jamais vraiment. Moi, je pense que c'est peut-être la foudre, vu que les deux ont claqué en même temps, et on le verra avec le subwoofer, avec le problème qu'il a eu. Je pense qu'il y a une surtension sur le 240 qui a fait que il y a des composants qui ont été mis sous stress et qui ont claqué. Donc voilà pour les MF215 ce que ça a donné. Alors maintenant le sub. Alors le sub, lui, il était vendu comme fonctionnel, mais quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que pour un bestiau pareil, en fait, il montait assez vite en distorsion quand je mettais à fort volume. Et donc, par curiosité, je l'ai démonté. Alors, on voit qu'on a exactement la même plaque que celle qu'on a ici. Par contre, c'est monté sur une plaque en alu, et il y a d'autres composants dessus. On a accès à l'intérieur du sub. Donc ce qu'on peut voir, c'est que il y a la même plaque que sur les MF215, sauf que le transfo ici est beaucoup plus petit puisqu'il ne sert pas à alimenter les amplis. On peut voir que le 220 arrive là, il repart dans les primaires des deux transphotoniques qui sont fixés à l'intérieur. Alors j'aurais bien voulu les voir et j'aurais bien voulu voir ce que c'était comme haut-parleur dans le sub, sauf que quand j'ai enlevé les vis et que j'ai été pour sortir le sub, en fait je me suis aperçu qu'il était collé au silicone pour qu'il soit bien étanche, parce que c'est une enceinte close, et j'ai pas pu démonter le haut-parleur. Donc on voit ici qu'il y a les deux transformateurs, là on a deux fils qui partent vers le haut-parleur, et ici on a les deux sorties des secondaires des transformateurs. Quand on regarde de plus près le circuit, ça donne ça. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc on a toujours à gauche la carte qui est similaire au MF215. On peut voir qu'on a deux alimentations séparées. Ces alimentations sont absolument brutes de décoffrage. On a le secondaire du transfo qui arrive ici. Il part dans le pont de diode. Ensuite, c'est filtré par ces quatre condensateurs-là. Les deux plaques sont les deux mêmes. Hein. C'est deux alimentations exactement pareilles. Et on a plus et moins 50 volts non régulés qui partent dans ces cartes-là. Alors ces cartes-là, c'est quoi ? Eh bien, c'est ces trucs-là. Je vous en montrerai, j'en ai une là.
Ce sont des cartes d'amplification de classe D. Alors, c'est des amplis de classe D de 400 watts sous 4 ohms et 240 sous 8. Moi, ce qui m'a un peu choqué quand j'ai ouvert ces trucs-là, enfin, ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, si je zoome ici, on voit que le fusible, là, il a une drôle de tête. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé la continuité, et il se trouve que les deux fusibles étaient claqués. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai retiré les deux fusibles. J'ai contrôlé sur la deuxième alim que le transformateur n'était pas cramé, donc j'ai contrôlé les tensions en sortie de secondaire, qui étaient tout à fait similaires à celui de droite. Forcément, en sortie, j'avais rien puisqu'il n'y avait pas de fusible. Donc ce que j'ai fait, c'est des fusibles de 6 ampères 3. Bien sûr, dans mon stock, j'en avais pas, j'avais tout ce qu'il fallait sauf des 6 ampères 3. J'ai pris des fusibles à côté, je les ai mis. J'avais débranché l'ampli, bien sûr, avant. J'ai remis les fusibles et j'ai contrôlé les tensions qui sortaient ici. Et j'avais bien comme à côté plus 50 volts et moins 50 volts. Donc ce qui laissait sous-entendre que l'alimentation en elle-même fonctionnait bien. Donc le problème se situait plus sur la carte d'ampli. Dans ce cas-là, le top, c'est d'avoir vraiment un transformateur d'isolement et une arrivée limitée en puissance, par exemple avec une ampoule incandescente en série. Parce que comme les fusibles ont cramé, c'est qu'il y a quelque chose qui est en court-circuit. Et donc quand je vais reconnecter l'ampli, si l'ampli est en court-circuit, j'ai pas envie de rebalancer la sauce dedans et de prendre le risque de tout cramer. Malheureusement, j'ai ni transformateur d'isolement, ni moyen de limiter le courant en le mettant en route. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché le positif en premier, et là il y a eu un flash. Mais bon, j'ai pu le débrancher tout de suite, et je me suis rendu compte que le problème il venait bien de là, et pas d'ailleurs. Bon, j'ai recontrôlé l'alimentation après, j'avais rien fait cramer. Les fusibles n'ont pas sauté, le contact a été trop bref, comme c'est des fusibles temporisés. Donc, il a fallu que je me penche là-dessus. Alors, avant de nous pencher sur l'ampli, il a fallu que je comprenne comment ils fonctionnaient. Alors, au départ, je pensais qu'ils étaient bridgés en BTL, sauf que quand on regarde les entrées ici des amplis, elles sont tout à fait en phase. Normalement en BTL, les entrées audio doivent être en opposition de phase, sauf que c'est bien les deux mêmes sorties, les deux mêmes entrées audio sur les amplis, et elles sont tout à fait en phase. Donc ils sont pas bridgés. Est-ce qu'ils étaient branchés en parallèle? Normalement, il faut un circuit spécifique pour les brancher en parallèle, et là il n'y avait pas de circuit spécifique d'adaptation de courant pour les mettre en parallèle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contrôlé ces deux fils-là pour voir, alors c'est les départs qui vont au haut-parleur, pour voir si ils étaient mis en parallèle dedans. Sauf que quand j'ai contrôlé la continuité de ces deux fils, en fait, il n'y a aucune continuité entre les deux. C'est un truc que je connaissais pas du tout. C'est un copain qui est passionné de haut-parleurs qui m'a dit que ça serait possiblement, il y a une forte probabilité que ça soit un haut-parleur à double bobine. En me renseignant un peu, j'ai vu que c'était une technologie qui est pas courante mais qui est utilisée dans les subwoofers. Alors j'ai pas d'impédance mètre malheureusement, mais bon j'ai mesuré au mètre quand même. J'ai mesuré la résistance sur le premier fil qui était connecté à l'ampli cramé. J'avais entre 3 et 4 ohms et j'ai mesuré la résistance sur ce fil là et j'ai mesuré également entre 3 et 4 ohms. Ce qui était plutôt bon signe, ça voulait dire que les deux bobines étaient dans le même état, donc pas cramées puisqu'elles fonctionnaient encore. Donc ce que je vous disais, c'est donc après avoir branché positif, ça a claqué. Et j'ai dû démonter la carte pour voir un peu ce qu'elle avait. Alors ces cartes-là sont des cartes IPEX. IPEX, c'est une société néerlandaise. C'est une carte d'ampli donc de classe D. Alors c'est une UCD 400 ST. Ces cartes-là, fort heureusement, se vendent encore sur Internet. Alors de base, ce sont des cartes fournies dans des kits d'ampli DIY pour des amplis audiophiles. Alors ça coûte 130 € la carte, c'est pas si cher que ça. J'ai cherché UCD 400 ST sur internet. Le problème c'est que j'ai bien cette carte là qui ressort, on voit le même refroidisseur, même truc, sauf que il n'y avait pas les connecteurs Faston et le connecteur d'entrée c'était pas le même connecteur non plus. UCD 400 ST, ST ça veut dire standard. Et il y a la carte UCD 400 HG. HG ça veut dire high grade, c'est la version haut de gamme. La version HG, elle a exactement la même tête
avec les connecteurs Faston et tout. En fait, il se trouve que le standard de l'époque est devenu le haut de gamme d'après. Ce qui différencie la HG de la ST d'époque, c'est qu'en fin de compte, ils vendent des modules de régulation en option. Et il se trouve que sur la HG, celle que j'ai achetée sur Audiophonics, elle avait déjà ces deux cartes-là optionnelles en plus. Alors c'est des régulateurs 12 volts, ni plus ni moins, qui sont optionnels, mais qui étaient déjà montés dessus. Mais on voit que les connectiques sont exactement les mêmes. Les circuits ont la même topologie. Enfin, c'est le même facteur de forme, c'est le même refroidisseur, les mêmes perçages. Donc, en théorie, ça devrait fonctionner comme la carte d'avant. Alors, comme j'y connais rien en ampli de classe D, j'ai préféré en commander une comme ça coûtait pas super cher. En fin de compte, le problème qu'elle avait, c'était que le positif et le négatif étaient en court-circuit. Ils étaient en court-circuit pourquoi? Parce que les deux transistors de puissance ici, ils sont en court-circuit aussi. Et d'ailleurs, sur la nouvelle carte, ils utilisent exactement les mêmes transistors, c'est les mêmes références qu'à l'époque. Mais comme j'y connais rien en ampli de classe D, et comme j'ai pas trouvé les schémas non plus, j'avais pas envie de me lancer dans la réparation de ce truc-là. En plus, c'est du double face, en dessous, c'est peuplé de CMS. Dans la doc, il précise que le courant de repos est à 10 mA, mais est-ce que c'est ce truc-là qui règle le courant de repos? Est-ce que c'est ce streamer-là qui règle le courant de repos? On peut pas vraiment savoir, donc l'envoyer en réparation, je pense que ça m'aurait coûté aussi cher que d'en commander une nouvelle. Et ça aurait été beaucoup plus long, donc je me suis pas pris la tête pour le prix. Je me suis dit, je vais en commander une nouvelle et puis basta, quoi. Donc j'ai monté la nouvelle carte d'amplification dans le sub, et ça donne ça. On voit bien que les deux cartes sont allumées. Alors il y a des LED aussi sur les régulateurs, des LED vachement puissantes d'ailleurs. Le problème que j'ai rencontré au remontage de ces cartes d'ampli là, c'est qu'on voit que forcément les cartes ici d'alimentation, c'est du brut de décoffrage. Alors on pourrait se dire, putain, les mecs ils sont gonflés, ils utilisent des alimentations non régulées pour alimenter ces amplis là. Mais en fait, quand on regarde dans la doc, c'est tout à fait prévu pour être alimenté par des alimentations non régulées. Donc ce bloc d'alim là, le problème qu'il a, c'est qu'une fois qu'on le branche, les condensateurs se chargent. Et sur la carte, il n'y a absolument rien d'autre, il n'y a pas de résistance de fuite pour les décharger. Ce qui fait que quand on le branche, on peut attendre 15 jours. Le positif et le négatif 50 volts, ils vont rester là tout le temps qu'on fait rien. Alors, le problème, la solution à ce problème-là, ça aurait été d'avoir un déchargeur de condensateur. Sauf que j'ai pas de déchargeur de condensateur. Donc, j'ai dû brancher la carte un peu à chaud, même carrément à chaud. Ce qui fait que, alors déjà, quand on branche une carte à chaud, il est toujours bon de connecter la masse en premier. Ce que moi j'ai oublié de faire, mais bon, il y avait la masse du connecteur de l'entrée audio qui est en continuité aussi avec cette masse-là. Donc il y avait une masse quand même. Mais l'idéal, c'est de connecter une vraie masse sur le connecteur et d'ensuite brancher, même si c'est à chaud et qu'il ne faut pas forcément le faire. Là, mais de toute façon, j'avais pas le choix. Et de brancher à chaud après. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on branche ça à chaud, forcément, il y a les 50 volts qui sont présents dans les condensateurs. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas les toucher, parce que 50 volts continue avec une banque de condensateurs pareil. Quand on se prend la châtaigne, à mon avis, ça doit bien réveiller. Donc, j'ai branché ça à chaud. J'ai vu que le régulateur le positif en premier, il s'est allumé. Et ça reste allumé bien 5-10 secondes. Le temps que le condensateur se décharge. Et puis après j'ai branché le négatif aussi. Alors c'est pareil, ça fait un petit arc électrique quand on le branche. Et on craint un peu pour la vie de ce truc là, mais au final ça s'est plutôt bien passé. J'ai remonté tout comme il fallait. Et puis surtout pas oublier de remettre de la pâte thermique sur le refroidisseur. Et puis le sub a fonctionné tout à fait normalement. Donc c'est pareil, qu'est-ce qui a pu causer cette panne-là? On ne sait pas vraiment. Alors moi je pense vraiment que c'est dû à un impact de foudre. Parce que pour que 3 éléments claquent, surtout que on a bien vu que l'alimentation là elle n'est pas régulée, elle n'est pas protégée. Bon, l'ampli en lui-même a une protection. Quand la tension remonte à plus ou moins 70 volts, il s'éteint. Sauf que si c'est une transitoire à 400 volts qui passe à travers l'alimentation parce qu'il y a eu la foudre, lui il va rien couper du tout, il va tout prendre en pleine poire. Et c'est ce que je pense
peut-être ce qui s'est passé. Alors après, ça a peut-être cramé en fonctionnement, mais je pense pas, puisque le propriétaire n'avait pas constaté de baisse de puissance quand il l'a utilisé, que ça fonctionnait. Donc ben voilà, je pense que c'est la foudre qui a causé ce problème-là. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai quand même contrôlé tous les serrages de tous les borniers qu'il y avait. Donc tous ces borniers-là, ça, le connecteur ici, enfin tous les borniers, parce que c'est quand même un subwoofer, donc c'est un environnement où il y a quand même de fortes vibrations. Donc c'est quand même pas du luxe de contrôler les serrages, et j'ai bien fait parce qu'il il y avait quelques-uns des borniers qui étaient desserrés. Donc voilà, ben, pour cette première partie concernant le dépannage, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Donc maintenant, ben, on va attaquer, pour ceux que ça intéresse, la partie un peu plus historique et puis spécification des moniteurs et de ce système-là en particulier. Donc ce que je vous disais, c'est que ce système-là est à la base un système 7.1. C'est fabriqué chez Farr Audio Research. Farr, c'est une entreprise belge qui est maintenant basée chez Précision Liégeoise à Herstal. Herstal, c'est tout à l'est de la Belgique, c'est limite frontalier avec les Pays-Bas. Cette entreprise-là ne fait que du matériel de mesure et d'écoute uniquement pour les professionnels. C'est pas super connu, même dans le monde pro, moi je connaissais pas. C'est quand le collègue m'a envoyé l'annonce sur le Bon Coin que je me suis renseigné un peu. On voit sur Audiofanzine quelques annonces passer de moniteurs Farr. C'est des trucs qui sont pas donnés d'ailleurs. Hein. Les annonces, c'est de l'ordre de 3 000 € ou 2 000 € la paire de moniteurs. Mais c'est vraiment c'est du matos de pointe. Alors les MF215, donc ben, comme vous pouvez le voir, ce sont des 2x15 pouces avec un tweeter. Ce sont des grandes écoutes de studio. C'est marrant parce que sur la plaque, il précise que l'équipement est capable de délivrer plus de 90 décibels. Sauf que les specs des MF215 précisent que le SPL max que peuvent délivrer ces enceintes sont de 129 dB. Donc oui, on dépasse largement les 90 décibels. Il y a de quoi facilement nous décagner les esgourdes. Donc les MF215, donc 2x15 pouces avec un tweeter, ces enceintes font 48 kg. Les 15 pouces sont des haut-parleurs Sammi. Alors Sammi, c'est un constructeur coréen. Elles ont une sensibilité de 99 dB à 1 Wh. Voilà, ils sont vachement bien faits. C'est un saladier en alu. La suspension est rigide. On pourrait s'attendre à ce que ça soit des enceintes qui descendent pas mal dans le grave, mais en fait, elles n'ont pas un litrage super élevé. C'est pas des grosses caisses. De toute façon, c'est les enceintes qui sont conçues pour fonctionner avec un sub. Dans la doc, elles sont données comme descendant jusqu'à 45. Et là où je les ai posées dans le salon, je pense qu'elles descendent bien jusqu'à 45. Le tweeter. Alors, le tweeter, je vais vous le montrer. Hop, c'est ce bestiau-là. Alors, quand on regarde derrière, c'est marqué Ribbon Tweeter PAP-108. Impédance 8 ohms, puissance admissible 60 watts, sensibilité 100 dB. Alors c'est pareil, c'est du très haut rendement aussi. Frequency range 500 Hz, 22 kHz. Alors quand on tape PAP 108 sur Google, on trouve absolument rien. J'ai réussi, grâce à ChatGPT, à trouver qui fabrique ces trucs-là. Le fabricant, c'est Akiplab. Akiplab PAP 108. Alors c'est un tweeter pavillonné alu, donc on l'a vu derrière, c'est marqué rendement de 100 dB. Alors c'est marqué tweeter à ruban. Alors oui, c'est la famille des tweeters à ruban, sauf que dans la doc des MF215 c'est marqué tweeter planaire. En fait planaire, c'est pas tout à fait la technologie des rubans classiques, c'est-à-dire que c'est une feuille de Kapton métallisée avec de l'aluminium. Mais c'est pas un ruban, par exemple, classique avec juste un ruban en alu qui baigne dans un champ magnétique. Là, on a vraiment une plaque derrière, puis le ruban en Kapton devant. À la base, quand on regarde les specs de ce truc-là, c'est prévu pour être monté dans des systèmes line array. Je détaillerai un peu l'écoute de ces trucs-là après. Je vais continuer dans l'historique et les specs. Alors, l'histoire de ces enceintes-là, alors la photo que je vous montre là, c'est la photo que j'ai retrouvée sur Audiofanzine du tout premier propriétaire. En fait, ces enceintes-là étaient au studio Dubbing Brothers à Paris. Dubbing Brothers, c'est un gros studio de doublage où il y a à peu près 90% des films américains qui sont doublés en français.
Et donc ces enceintes-là, elles étaient dans un studio, pas de doublage, mais de mixage télé, selon le premier propriétaire. Alors j'ai réussi à avoir le premier propriétaire en regardant les photos sur Audiofanzine, parce que j'avais vu qu'il y avait des rayures qui correspondaient parfaitement à celles que j'avais. Et j'étais à la recherche du soft pour les régler. Alors j'ai contacté Phare Audio pour avoir le soft. Le mec il me disait toujours ouais je vous l'envoie, mais le mec il m'a jamais rien envoyé. Il m'a envoyé juste le mode d'emploi, mais le soft il me l'a jamais envoyé. J'ai envoyé un message à Jérôme, le premier propriétaire, et il avait encore le soft, et du coup il a pu me l'envoyer, ce qui est super chouette. Du coup j'ai pu régler mes enceintes comme j'ai voulu dans le salon. Alors on voit que c'est quand même des trucs qui sont vachement bien conçu. Là, sur la facture, bon, j'ai pas la facture, mais une MF215, c'est entre 3 et 4 000 euros. Ça déconne pas. On voit que c'est quand même vachement bien construit. Les condensateurs, c'est du Vichy. La conception, enfin, il y a franchement rien à redire. Sur le DSP en dessous, voilà, je vais pas vous le redémonter, mais c'est que des amplis hop, c'est du haut de gamme. C'est tout des puces Burr Brown. C'est du haut de gamme de l'époque en fait qui est dedans. C'est une carte, comme je vous disais, qui est tout à fait propriétaire. Tout a été vraiment parfaitement mis en œuvre là-dessous. Et on comprend pourquoi on paye le prix fort pour ces enceintes-là. Alors, les points négatifs, par contre, c'est que au niveau peinture, elles n'ont pas été super bien peintes. On voit que le trou où est fixée la plaque, les pré-perçages sont pas super bien faits, il y a des vis qui partent un peu en coin, bon ça c'est pas une catastrophe, de toute façon ça se voit pas. On voit que l'ouverture autour de la carte, ça a été découpé pas très soigneusement, mais bon, de toute façon ça se voit pas. Et après en face avant, les haut-parleurs sont très bien disposés, il n'y a aucun défaut d'alignement. Les évents sont très bien disposés aussi, il n'y a aucun défaut d'alignement non plus. Le seul point négatif qu'on voit, et encore ça se voit pas, faut vraiment poser l'œil dessus, c'est la peinture qui est pas super bien faite. Par contre sur le sub il y a un endroit où ça se voit, où il manque vraiment un peu de peinture dans un coin. Mais au-delà de ça, c'est quand même vachement bien conçu. Alors pour l'écoute, alors malgré que la pièce, de toute façon vous l'entendez un peu, surtout que c'est un peu exacerbé par le compresseur, dans le salon ça résonne, c'est pas encore traité acoustiquement. Malgré ça, j'ai jamais entendu un truc aussi précis. C'est vrai que ça descend pas très bas, mais de toute façon c'est conçu pour aller avec le sub. Avec le sub ça va très bien. C'est le système le plus précis dans les aigus que j'ai jamais écouté. Les aigus sont vachement bluffants. C'est vachement directif. Du fait qu'elles soient vachement directives, l'image stéréo au point d'écoute est super précise. Par contre, si on se décale un peu trop sur la gauche ou un peu trop sur la droite, on entend quasiment les aigus que de l'enceinte gauche. Quand on a par exemple un truc en mono, on entend vraiment que l'enceinte gauche et pas l'enceinte droite. Et inversement, si on se place plus à droite qu'à gauche, on entend beaucoup plus la gauche que la droite. Donc c'est des enceintes où il faut se placer vachement précis. Bon après, je suis pas... comme ce sont des grandes écoutes, c'est pas du tout du moniteur de proximité. Moi je suis à peu près 3 mètres des écoutes. Et ça serait pas du luxe d'être un peu plus loin. Parce que c'est vraiment des trucs prévus pour une écoute de loin, quoi. Mais sinon, j'ai vraiment rien à redire. C'est une chance un peu inespérée d'avoir un système à 10 000 euros pour 500 euros. C'est franchement bluffant. C'est dommage que le salon où je les ai installés ne leur rende pas service. Mais malgré ça, ça sonne vraiment du feu de Dieu, quoi. Et donc, ça conclut cette vidéo de réparation.